Réagir à ce que vient de dire Marc Landré. Oui, ça me fait réagir sur en fait, vous défendez le positionnement de PSA qui est un positionnement de montée en gamme des véhicules. Je l'explique, je ne le défends pas. Et nous, en termes financiers, je comprends le raisonnement. Moi, je raisonne en termes emploi. Oui. Et en termes emploi, c'est une erreur stratégique de faire de la montée en gamme. Parce que qu'on le veuille ou non, on va perdre nos emplois, parce que ça représente des volumes moindres. On avait eu l'expérience par le passé avec l'usine de Rennes. On leur avait dit, mais faites du véhicule haut de gamme. On va faire que du véhicule haut de gamme, vous aurez du travail. Nous étions les premiers à dire que non, en termes de volume, on allait perdre. Ça s'est vérifié, ça s'est avéré, et nous allons vivre la même chose. Nous allons perdre des emplois parce que nous allons monter en gamme. Dans un créneau où les Allemands sont fort bien implantés, et pour lesquels on va peut-être mettre 30 ans à atteindre leur niveau, leur image de marque. Et pendant ces 30 ans-là, qu'est-ce qu'on fait des salariés? On va en parler justement des Allemands tout à l'heure. Guillaume Quéroux, l'État a déjà beaucoup, vous le disiez tout à l'heure, a déjà mis beaucoup d'argent dans le secteur automobile. Moi j'ai envie de vous dire, il est passé où cet argent? Quand on voit quand même le résultat aujourd'hui de cette entreprise qui va supprimer 8000 emplois. Je crois qu'ils ont prêté 3 milliards d'euros il y a de ça quelques années à Peugeot. Ils ont remboursé l'argent, mais ça a servi à quoi? 4 milliards sur 5 ans. Oui. Effectivement, bon, de toute façon, l'État doit intervenir, ne serait-ce que parce que l'industrie, c'est quand même 10% de nos emplois. Mais à quoi a servi cet argent? L'argent, il a peut-être servi à innover. Malheureusement, le stade de l'industrialisation tarde à venir. On a des concurrents japonais qui sont à l'hybride depuis déjà un certain nombre d'années. Nous, on en est encore au stade des concept cars. Donc il y a un véritable problème de stratégie industrielle, comme ça a été souligné. Et on a effectivement, on a un mur. On est entre deux murs finalement. Le modèle allemand haut de gamme et un modèle de production pays de l'Est et Turquie moyen et bas de gamme. Et là, la France, avec ses constructeurs automobiles, n'arrive pas à trouver un positionnement stratégique, durable qui va... Vous dites ça, mais si on regarde par exemple Marc Landré, Renault, Nissan, je veux dire, ça fonctionne. Ça fonctionne très bien. Et c'est un groupe d'automobiles français, enfin en partie. Français. Et ce groupe fonctionne. Alors comment expliquer que le modèle Renault-Nissan fonctionne et que celui de Peugeot ne fonctionne pas? Déjà la différence, elle est dans les noms. Je veux dire, Renault, c'est Renault-Nissan. Donc elle s'est alliée à un groupe étranger. C'est le même groupe maintenant. Ils ont fusionné. Peugeot, c'est toujours Peugeot. Historiquement, ils sont avec Citroën. C'est-à-dire que la famille Peugeot a refusé, il y a une dizaine d'années, alors qu'il y avait une concentration et des fusions un peu partout dans le monde entre les différents groupes automobiles, la famille Peugeot a refusé de s'allier avec un géant d'un pays étranger, que ce soit un pays d'un japonais ou d'un américain. Et ce n'est que très tardivement, c'est même pas une fusion, c'est une coopération pour avoir des synergies et faire des économies qui a été passée l'année dernière avec General Motors, mais beaucoup trop tard. Donc le premier problème, il est là, c'est qu'aujourd'hui Peugeot est esseulé parce qu'il n'a pas su s'allier avec un grand groupe, avec une ossature financière importante. Le deuxième problème, c'est qu'il a fait des choix d'investissement et des choix de positionnement de gamme, je le répète, qui ont été défaillants, qui sont avérés défaillants dans le futur. Prenez Renault, par exemple, Renault-Nissan, ils ont énormément investi dans le low cost, qui leur permet de dégager des marges importantes dans un certain nombre de pays émergents, y compris en France. PSA a refusé d'aller dans cette stratégie low cost et elle en paye le prix aujourd'hui, malheureusement, et je suis d'accord avec vous, malheureusement pour ses salariés. Le problème, c'est que c'est un problème de stratégie économique et financière à la base qui se répercute aujourd'hui sur les salariés et sur l'emploi. Mais l'erreur d'origine, c'est une erreur de stratégie et de positionnement de gamme. Un tissu industriel trop hexagonal pour PSA. Et d'ailleurs, on a des constructeurs comme Toyota qui sont présents en France et qui sont très rentables depuis 10 ans. Donc, il y a un modèle industriel français qui peut fonctionner. Encore faut-il s'en donner les moyens. Renault-Nissan qui a beaucoup délocalisé aussi. Oui. Notamment dans les pays d'Afrique du Nord. Parce que ce qu'on rappelle, je lisais aujourd'hui qu'une 208, par exemple, la différence entre 208 fabriquée en France et une 208 fabriquée en Slovaquie, la différence était de 700 €, ce qui est énorme quand même. Et c'est 700 € de coût. Donc ça veut dire quoi? Qu'il faut les délocaliser? Mais alors la question c'est, finalement, ça n'arrange pas non plus les salariés, ça. Ça veut dire qu'il faut délocaliser les entreprises. Est-ce qu'il faut applaudir des deux mains lorsque Renault-Nissan délocalise ses entreprises? Franck Don? Non, certainement pas. C'est certainement pas, mais ça fait partie aussi, ce qui explique aussi les résultats positifs de Renault-Nissan.
Écoutez, comment font les Allemands chez eux, hein? Ils ont beaucoup d'industries, leur industrie automobile qui se situe en Allemagne. Je pense que le coût de la main d'œuvre, alors après ça fait débat, mais on va dire quasi identique. Donc non, je crois que chez PSA il y a réellement eu un problème stratégique de stratégie, ça c'est clair, mais elle persiste. Et moi, je serais tenté de dire, mais qu'est-ce qu'on fait maintenant? C'est surtout là, c'est pour ça que je suis là, moi. C'est les salariés qui importent. Je veux dire, on va pas faire un procès d'intention. Quand on fait aussi une alliance stratégique, vous allez me dire si je me trompe, avec un autre constructeur automobile étranger, souvent ça passe par des plans sociaux aussi. Donc ça se fait aussi là encore au détriment des salariés. C'est ce qui nous fait peur justement, parce que là, les mesures qui ont été annoncées, c'est en tenant compte de la situation seule de PSA. Demain va y avoir une alliance formalisée dès le mois d'octobre avec General Motors, et les synergies créées nous font peur dans le sens où elles risquent, je dirais, de lancer un deuxième plan pour les salariés. Ça risque même d'être pire, parce que les synergies attendues de la coopération avec General Motors risquent de ne pas arriver. Parce que si la situation économique de Peugeot se dégrade encore plus que ce qu'elle n'est aujourd'hui, les synergies n'arriveront pas. Ne seront pas conclus avec General Motors, et donc la casse sociale risque d'être beaucoup plus importante. Je partage, je voudrais simplement dire sur la situation économique, moi à l'instant T, je n'ai pas preuve que la situation économique, je ne le nie pas, hein, je dis qu'à l'instant T, nous n'avons pas preuve que la situation économique du groupe PSA est aussi dramatique que cela et nécessite des mesures aussi rapides que cela. C'est-à-dire que 2014, c'est demain. L'usine, il n'y a plus personne. Donc c'est là où on se dit, est-ce qu'il n'y a pas, comment dirais-je, une prise de sécurité ou un emballement dans la décision par rapport au nez. Aujourd'hui, et c'est pour ça qu'on demandera d'ailleurs à ce titre une expertise, pour vraiment savoir si les mesures annoncées correspondent vraiment à la situation financière du groupe. Guillaume Duval, vous nous avez rejoint, vous êtes rédacteur en chef d'Alternative économique. On sait que le gouvernement va annoncer un grand plan pour le secteur automobile le 25 juillet. Qu'est-ce qu'il peut annoncer aujourd'hui ? Ça risque d'être un peu difficile. Je crois que ce qui serait déterminant pour l'automobile, mais pour aussi beaucoup d'autres secteurs, ce serait surtout d'infléchir de manière importante les politiques d'austérité beaucoup trop strictes qui sont menées en Europe. Dans le cas de PSA, c'est très frappant. Les difficultés proviennent beaucoup des marchés d'Europe du Sud qui se sont effondrés sur le plan de l'automobile. Donc là, ce que pourrait faire de plus utile le gouvernement, il a commencé à le faire en essayant de faire pression sur Madame Merkel, mais il faudra aller beaucoup plus loin, c'est déjà de revenir sur les politiques budgétaires trop strictes qui sont menées partout en même temps. Après, sur le plan spécifique de l'automobile, je ne sais pas si... Est-ce qu'il faudrait passer par des grosses restructurations? Alors Franck, donc je sais que vous n'allez pas évidemment y souscrire, mais on a vu que le secteur automobile, après la crise de 2008, était complètement sinistré. On se rappelait de ces images de la ville de Détroit, qui est vraiment le nerf de la guerre du secteur automobile aux États-Unis, qui était une ville quasiment fantôme. Et voilà que ce secteur General Motors qui était quasiment à la faillite, et on a vu que ce secteur est reparti, mais au prix de très fortes restructurations. Est-ce qu'il va falloir aussi en passer par là en France ? Il y a incontestablement en Europe des surcapacités très importantes. Donc en France, on produisait 3,3 millions d'automobiles en 2003. On en produit 1,9 million aujourd'hui. En Europe, c'est un peu la même chose. Le marché européen qui va très mal. Le marché européen va très mal. Donc j'ai dit tout à l'heure que l'austérité excessive a accéléré, aggravé les choses. Mais malgré ça, il y a des problèmes de surcapacité qui sont chroniques en Europe. On n'a pas fermé d'usines en Europe alors qu'on en a fermé beaucoup aux États-Unis, comme vous le disiez. Je crois qu'il faut, gouverner, c'est prévoir. Il faut qu'une partie de ce que le gouvernement prévoit, ce soit aussi les moyens de restructurer l'industrie automobile. On voit le marché automobile en Europe, moins 23% entre 2007 et 2012. Un dernier mot, Marc Landré, avant de faire une petite pause. Est-ce qu'il y a d'autres groupes automobiles français qui vont annoncer des plans sociaux après PSA ? Est-ce qu'il y a d'autres groupes français en difficulté? Pas que automobile. Oui, vous avez ça. Non, français. Français. Ouais. Automobile. Vous avez automobile, non. A priori, Renault, Nissan, ça va bien. C'est pas la panacée, mais ça va. De toute façon, ça va mieux. Mais quand je vous entends, il faut délocaliser quand même. Non, je n'ai pas dit qu'il faut délocaliser. Non, en tout cas, c'est
une des clés peut-être de la réussite de Nissan, c'est qu'il faut, de Renault-Nissan, c'est qu'il faut délocaliser et il faut s'associer à deux grands groupes. Et ça se fait au détriment des salariés. La solution, celle qu'a prise en tout cas Renault il y a plus d'une dizaine d'années en s'associant avec Nissan, ça a été des choix de positionnement de gamme. Je veux dire, le low cost, c'est pas de la délocalisation. C'est simplement un choix de positionnement. C'est une stratégie de commercialisation. Et puis après, il faut pas se leurrer. Je veux dire, le marché, il est porteur là où on achète des voitures. On n'achète plus de voitures en France et on en achète beaucoup moins en Europe. On en achète dans les pays émergents, on achète dans les pays à forte croissance. Donc il faut, pour pouvoir les vendre, il faut les produire sur place. Donc on va moins produire en France parce que on va vendre des voitures là où on les produit. Un dernier mot. On va faire une petite pause. C'est pas une délocalisation, mais enfin les Dacia sont faites en Roumanie quand même. On fait une petite pause, on se retrouve dans un instant pour la deuxième partie de notre débat. Ces suppressions de postes.